Bonjour et bienvenue à cette entrevue en compagnie de Stéphane Roche, professeur titulaire de sciences géomatiques à l'Université Laval. Dans le cadre de ses recherches, M. Roche s'intéresse aux enjeux sociaux et éthiques des applications de géolocalisation. Un sujet d'actualité, il va sans dire. Stéphane, bonjour. Bonjour, Monsieur Sirois. Bonjour, Luc. Bonjour, Jean-Luc. C'est parce qu'il y a un Luc Sirois que je connais qui travaille chez Prompt, mais c'est pas le même. Jean-Sébastien, Jean-Sébastien, il n'y a pas de problème. Merci d'être parmi nous aujourd'hui dans le cadre de la Semaine du Laval pour toujours. Alors, euh, Avant de sauter peut-être dans le vif du sujet et d'aborder les enjeux liés aux applications de géolocalisation, est-ce que vous sauriez nous dire un peu ce qu'est une application de traçage de contact? Oui, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je trouve que c'est vraiment une belle occasion de partager, d'échanger et de discuter d'un sujet, comme vous le soulignez, qui est un sujet d'actualité, puis qui fait couler beaucoup d'encre. Je regardais ce matin, là, et puis sur google.ca, quand on fait juste une recherche application de traçage de contact, c'est 629 000 entrées qui arrivent, puis si on met l'expression entre guillemets, c'est quand même 16 200. Donc, c'est assez majeur. Donc oui, pour répondre à la question, d'abord, je veux préciser que le traçage de contact, c'est, avant même qu'on parle d'application numérique, c'est un moyen assez classique, traditionnel, auquel on recourt les services de santé publique à travers le monde depuis de nombreuses décennies déjà pour assurer en fait le suivi et tenter d'endiguer la progression de l'épidémie. Alors, il va de soi que dans sa version manuelle, le traçage de contact, ben, ça nécessite beaucoup de moyens humains, beaucoup de personnes en fait, pour contacter les personnes qui seraient testées positives, pour identifier leurs contacts, pour ensuite établir des priorités en regard de la pertinence de certains contacts ou d'autres, pour ne pas contacter tout le monde pour rien, et ensuite ben, contacter à leur tour ces contacts. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'idée d'automatiser une partie au moins du processus en recourant à des applications numériques, ça s'est imposé un peu partout. Alors pour faire simple, une application de traçage de contact, c'est une application, comme n'importe quelle application, qu'on installe sur son téléphone cellulaire intelligent, qu'on active évidemment, et qui va ensuite enregistrer et conserver durant une période de temps déterminée. Dans le cas du Canada ou du Québec, on parle de 14 jours, puis c'est pas pour rien 14 jours, hein, c'est la durée qui est estimée pendant laquelle on reste contagieux entre le début des symptômes et puis la fin. Donc ça va stocker, enregistrer et conserver l'ensemble des contacts qui sont munis d'une application identique ou qui est compatible avec l'application qu'on a sur son téléphone. Et donc des personnes qu'on aura croisées pendant ces 14 jours à une distance donnée, on nous dit 2 mètres, et pendant une période de temps donnée. Ça peut être 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Donc en fait, c'est ça le principe. C'est-à-dire que l'application, elle a l'œil ouvert, puis toutes les personnes qui vont rentrer dans comment dire, une Un périphérie ou rayon. un rayon, c'est ça que je cherchais, pardon, un rayon de 2 mètres, pendant un certain laps de temps, eh bien, l'identifiant, une forme d'identifiant des téléphones de ces personnes-là va être stocké dans notre propre téléphone. Et c'est Euh, un laps de temps, pardon Stéphane, un laps de temps qui a été identifié à 15 minutes, je crois. oui, c'est 15. Par endroit, c'est 30. Dans certains pays, je crois qu'ici, c'est 15, en effet. Ça, je ne saurais pas dire exactement pourquoi. J'imagine qu'ils considèrent que 15 minutes, c'est une durée significative pour que s'il y a Exposition, oui. voilà, d'exposition, s'il y a une contagion, elle peut s'effectuer pendant cette période-là. Et puis ensuite, ben, si vous jamais vous êtes testé positif, pour une raison ou une autre, vous avez des symptômes, vous allez vous faire tester, il y a un processus plus ou moins centralisé. Mais ici, au Québec, ce qui va se passer, c'est que si vous êtes testé positif, vous allez faire de la demande pour avoir une clé unique, un identifiant, que vous allez saisir ensuite dans l'interface de votre application. Et ça va évidemment engendrer toute une série de notifications, c'est-à-dire tous les contacts dont on a parlé des 14 derniers jours vont recevoir une notification qui va leur dire, grosso modo, oups, au cours des 14 derniers jours, vous avez croisé, été en contact avec quelqu'un qui vient d'être testé positif. Donc là, je ne sais pas exactement ce que ça va leur dire, mais j'imagine que ça va à la fois inviter la personne à contacter les autorités sanitaire, de santé publique, sans doute l'inviter à se faire tester, à prendre des mesures pour
limiter ses contacts, justement, etc. etc. Donc c'est ça l'idée. Très bien. C'est Et ça. puis, à la lumière de ce que vous dites, bon, on parle de données qui sont stockées pendant 14 jours, justement, à savoir si on était, si une personne qu'on a croisée a contracté la COVID, on reçoit une notification. Mais au-delà du 14 jours, est-ce qu'on doit comprendre finalement qu'une application comme celle-là, euh, on est suivi partout et tout le temps via une application comme celle-là? Ben, oui et non. C'est-à-dire que en tout temps, oui. Parce que ce n'est pas juste 14 jours, c'est juste que les données sont effacées au bout de 14 jours. C'est-à-dire qu'un enregistrement qui est fait à un jour J, ben, au jour J plus 15, il est effacé, mais celui qui était au jour J plus 2, il reste. Oui, oui, absolument. Il y a toujours des données qui sont collectées. Donc, en tout temps, oui. En tout cas, aussi longtemps que l'application reste active, il y a des informations qui sont stockées sur votre téléphone. Mais le terme suivi partout, ce n'est pas tellement approprié, sauf si jamais, évidemment, l'application devait recourir à des outils de géolocalisation. Ce qui n'est pas le cas dans celle qu'on nous propose au Canada ou au Québec, ce qui est en général pas le cas dans les applications de traçage de contact classiques, où là, en fait, ça signifie que l'application, elle sait avec qui vous avez été en contact, ou plus exactement, elle connaît un identifiant codé, crypté des téléphones des personnes avec qui vous avez été en contact. Elle sait à combien de temps, à peu près, vous avez été en contact, mais elle n'a aucune idée de où sur le territoire ça s'est produit, ce contact-là. Donc, elle ne peut pas savoir si vous l'avez rencontré à l'Université Laval sur le campus, ou dans Saint-Roch, ou Place Laurier, ou dans Saint-Jean-Baptiste, etc. Elle n'a aucune idée, l'application, d'où ce contact s'est produit. Donc, il n'y a pas de suivi spatial ou géospatial ou géographique des personnes. D'où l'aspect anonyme de la chose, finalement, qui est mis de l'avant par le gouvernement présentement. Donc. Ben, pas seulement ça, c'est-à-dire que c'est l'anonymat ou effectivement le fait qu'il n'y ait pas d'informations sur la localisation, c'est effectivement quelque chose qui contribue à anonymiser la donnée, mais c'est surtout que le système fait en sorte que ce qui est envoyé lors du contact par le téléphone de la personne avec qui vous êtes en contact, c'est ni la MAC adresse, là, qui est l'adresse, qui est une sorte d'identifiant unique du téléphone qui permet à ce moment-là, qui permettrait de savoir que c'est tel téléphone et que vous êtes le propriétaire de ce téléphone avec tel numéro de téléphone, etc. Donc ça, c'est pas ça, c'est c'est une clé qui est encryptée, puis qui, en plus de ce que je comprends, va être réencryptée régulièrement. Donc, ce n'est jamais la même clé pour un téléphone qui va être envoyé à tous ses contacts. Si bien que ça garantit le contact un à un, mais ça évite éventuellement à des hackers potentiels de dire en croisant les données, on va pouvoir remonter à telle ou telle personne. Donc, sur le plan de la protection, ça semble être assez... je ne suis pas un spécialiste de cryptage de données, mais ça semble être assez solide, puis les experts semblent s'accorder là-dessus. Il n'y a jamais de risque zéro, on le sait bien. Hein. Regardez toutes les attaques qu'il y a eu récemment, que ce soit sur les sites de Desjardins ou de l'Ordre des ingénieurs du Québec, etc., qui sont pourtant des sites très protégés, mais donc ça n'existe pas, le risque zéro, de toute façon. Non, je comprends. Si on parlait justement des applications de traçage et de leur efficacité, quels sont les critères qui doivent être rencontrés pour qu'une application de traçage soit efficace? Ben, il y en a plusieurs. Le premier, je dirais, qui n'est pas un critère technique, mais c'est le taux d'adhésion. Et puis ça, tout le monde s'entend là-dessus. Puis c'est bien pour ça d'ailleurs que les gouvernements à travers le monde incitent, à travers des stratégies plus ou moins bien ficelées, là, la population à télécharger et puis à activer ces applications. Parce que le taux d'adhésion, c'est un des critères les plus importants. Puis c'est facile à comprendre, c'est-à-dire que si dans une population, l'utilisation reste marginale, c'est bien évidemment très difficile d'envisager que ça puisse aider à assurer le suivi de chaînes de contact. Ça ne fonctionnera pas. Donc, le plus de personnes l'utiliseront et plus grande sera la capacité de l'application à contribuer au suivi des chaînes de contact.
Et ça, les gouvernements l'ont bien noté. L'ennui, c'est qu'on n'a pas beaucoup de données factuelles pour savoir c'est quoi les seuils minimaux. Au tout début de la pandémie, il y a une étude d'une équipe de l'Université d'Oxford qui a été publiée dans Science sur laquelle beaucoup se sont appuyés, moi le premier, en disant que ça prend 60 à 70% d'une population qui utiliserait de façon active l'app. C'est un peu remis en cause parce qu'en fait, ces chiffres ils sont contestés par beaucoup, évidemment, en premier lieu par les gouvernements qui savent que jamais ils atteindront 60 à 70%. Donc, si ils arrivaient en affichant ces chiffres-là, ben, ils partiraient perdus, ça serait perdu d'avance, donc on les comprend. Mais on sait que dans cette étude, ce qui avait été mis en avant, c'est le fait que les 60 à 70%, c'était dans le cas où on utiliserait exclusivement cette application-là et rien d'autre. C'est qu'on utiliserait comme seul et principal moyen de suivi de contact l'application numérique. Ce qui n'est évidemment pas le cas, nulle part. C'est une brique dans un dispositif plus large, au Québec y compris. Hein, le Québec continue à faire du traçage manuel et il va continuer, j'espère, à le faire parce que c'est un complément. Mais il reste que ça, c'est un élément important. L'enjeu avec ça, c'est que au Canada, 60 à 70%, c'est sans doute à peu près le nombre de personnes qui ont un téléphone cellulaire. Donc, il faudrait que tous ceux qui ont un téléphone cellulaire l'utilisent. Puis ce qui est déjà impossible, parce que de toute façon, on l'a vu avec l'application, là, tous ceux qui ont des téléphones qui ne sont pas dans les 2 dernières générations, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, l'application ne fonctionne pas sur un iPhone 6, elle ne fonctionne juste pas, elle n'est pas compatible. Donc ça pose un gros problème qui va peut-être être résolu dans les prochaines mises à jour. Mais pour l'instant, là, si vous n'avez pas les 2 dernières générations de téléphones, ça ne fonctionne pas. Et que ce soit sur Android ou sur iPhone Apple. Donc ça, c'est un enjeu évidemment majeur. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est évidemment plus technique, c'est la capacité de l'application à détecter les contacts pertinents. Parce que c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut que l'application soit capable de mesurer, ou devrait être capable de dire si vous êtes à 2 mètres ou pas, puisque c'est ça qui est... Et soit capable aussi d'évaluer 15 minutes. Et elle devrait être capable, si on voulait qu'elle soit très efficace, d'avoir une idée du contexte dans lequel ce contact s'est produit. C'est cet aspect-là qui est principalement difficile, là, de déterminer le contexte et l'environnement physique, peut-être. C'est ça. Ouais. Si vous êtes à un étage l'un au-dessus de l'autre, ça ne changera rien s'il y a un plexiglas. Si vous êtes de chaque côté d'une paroi, d'un mur et que le signal passe. Alors, c'est sûr que c'est pondéré parce qu'en fait, le Bluetooth ne mesure pas de distance, mais il déduit une distance de la portée de l'onde radio. Parce que c'est une onde radio, hein, le Bluetooth. C'est juste donc, en fonction de l'intensité du signal... C'est ça. Là, il déduit une distance. Okay. Mais de l'avis même des créateurs du Bluetooth ils se sont exprimés sur de nombreux médias pour dire qu'ils étaient très sceptiques sur la capacité de leur technologie à répondre à ce qu'on lui demande de faire. Parce que de toute façon, la précision ne peut jamais être meilleure que 5 mètres. Donc, on est au-dessus des 2 mètres. Donc ça pose déjà un problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas garantir un 2 mètres si, de toute façon, les mesures de distance ne peuvent pas être déduites avec une précision supérieure à 5 mètres. Okay. Donc ça, c'est un enjeu. Et puis l'enjeu, c'est qu'il y a un risque réel de générer beaucoup de faux positifs, puis d'envoyer dans le système tout un tas de notifications à des gens qui risquent rien. Donc ça, c'est un problème. Évidemment, un autre critère, c'est la capacité de l'application à protéger nos données. Ça, c'est un enjeu majeur, évidemment, que ce soit les protéger de hackers qui chercheraient à les voler ou d'usages qui seraient faits par des organisations publiques ou parapubliques à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées. Bon, ça, il y a des mesures qui sont prises, on l'a dit, c'est relativement protégé, mais c'est un élément important. Et puis ensuite, il y a un autre élément qui est plus lié à la chaîne, moins à l'application elle-même, mais l'application s'insérant dans une chaîne, c'est le taux et la rapidité de retour des tests. C'est-à-dire que si jamais
le système n'est pas capable de tester suffisamment pour répondre éventuellement à la demande croissante que le traçage de contact permettrait d'obtenir, ben là, on va aller dans un mur, puis on va générer de l'angoisse, de l'anxiété, puis que faire si jamais vous recevez une notification et puis qu'on vous dit « Oh ben non, on ne peut pas vous tester tout de suite ». Et puis, il y a le retour sur les tests. Hein. On parle de 6 à 7 jours en ce moment. Puis, je ne sais pas si j'ai publié dans Le Soleil là, un petit article le 7 octobre dernier, puis avec juste un petit scénario en disant, regardez, imaginez le jour, j'ai l'application installée, puis jour 1, je ressens des symptômes dans la soirée. Donc le jour 2, je vais me faire tester. Disons que le jour 8 ou 9, si on reste sur le modèle actuel, je vais recevoir une nouvelle, éventuellement je vais être positif. Donc là, jour 8 ou 9, je vais recevoir un avis de séropositivité, de viropositivité. Donc là, je vais immédiatement demander ma clé à usage unique, la clé que je dois saisir dans mon application. Alors, j'imagine que je vais la recevoir immédiatement ou le lendemain, donc on est au jour 9-10. Donc là, ce jour-là, les contacts de mes 14 derniers jours sont notifiés. Mais on s'entend qu'on est le jour 10, que ma charge virale était relativement importante avant même l'apparition des symptômes, donc peut-être jour J-1, -2. Donc on est déjà à 12. Ça veut dire que puis ceux-là ne seront pas comptés. Donc il va y avoir une grande partie de mes contacts qui ne seront plus dans le stockage de mon téléphone lorsque je vais recevoir la notification. Parce que ce n'est pas pendant la période, on s'entend que ce n'est certainement pas durant la période entre le test et la réception du résultat du test que je vais avoir beaucoup de contacts, parce que je suis un citoyen raisonnable, je vais être resté chez moi. Absolument. Mais tout ce qui s'est produit avant, ça ne sera pas notifié parce que la phase de réception du test, de résultat du test est trop longue. Donc pour que ça fonctionne, il faut on s'entend, il faut vraiment que le système suive. C'est ça, que la chaîne soit efficace, soit bien rodée. Ben, oui, et puis ça, pour l'instant, on ne nous a pas prouvé que c'était le cas. Non, c'est ça, exactement. Non. Et puis pour finir, rapidement, il y a, comme on parle d'une grande adhésion, ben, il y a d'autres critères qui sont importants pour susciter l'adhésion. C'est la transparence dans le choix et dans le déploiement de l'application. Comment elle a été choisie, comment on nous la présente. Bon, ça, c'est un enjeu, puis peut-être on y reviendra, mais c'est un enjeu, à mon avis. On voit bien d'ailleurs ce qui s'est passé. Ce matin, je lisais un article. En Finlande, ils ont lancé l'application le 31 août, à peu près, le 31 août, donc un mois après le Canada. Il y a déjà 42% de la population qui a téléchargé et qui utilise l'application sur 5,5 millions d'habitants. En France, après 3 mois, il y avait 3% de la population. Ils ont supprimé l'application, ils sont en train d'en relancer une. Et c'est essentiel, c'est pas parce que les Français ne sont pas des Finlandais, mais il reste qu'il y a eu des ratés énormes, une perte de confiance totale de la population face à ce qui était dit, pas dit, à l'absence de transparence, et les gens ont décidé de ne pas adhérer. C'est ça, donc dans la façon de mettre en marché, le marketing entourant l'application. C'est ça, peu importe son efficacité technique. Puis au-delà, effectivement, de l'influence que peut avoir, effectivement, disons, une population, par contre, parce que évidemment, il n'y a pas une population qui réagit de la même façon à ce genre de mesures-là, finalement. Non, ça c'est certain. Et donc, justement, comme autre élément, c'est l'engagement actif des utilisateurs. Si les utilisateurs ne s'engagent pas activement à jouer le jeu, parce que télécharger l'application, c'est une chose, l'activer, c'en est une autre, puis après, aller faire les démarches, rentrer la clé, etc., ça c'est un autre enjeu. Et puis, pour finir, les garanties qui doivent être données, en l'occurrence par l'État, d'obsolescence programmée, par exemple. J'insiste là-dessus souvent, mais parce qu'on a trop vu des applications qui ont été proposées, développées suite aux attentats du 11 septembre aux États-Unis ou les attentats qu'il y a eu en Europe dans les aéroports, dont on nous avait dit qu'elles étaient mises en place pour faire face à la crise, qui sont toujours en place, qui continuent à se développer et qu'on a fini par imposer dans le mode de fonctionnement de nos sociétés. Donc ça, c'est un risque aussi, puis il faut que les choses soient claires. Parfait. Donc, bon, à la lumière de ce que l'on sait, on a parlé de l'importance du taux d'adhésion.
À la lumière de ce que l'on sait, les derniers chiffres auxquels j'ai pu avoir accès, on parle de chiffres datant du 7 octobre qui parlaient de 3,5 millions de Canadiens qui avaient téléchargé l'application Alerte COVID. On ne connaît pas la proportion de Québécois qui l'a fait ou le nombre de Québécois qui l'a fait. On parle également d'une application qui repose sur la technologie Bluetooth, on en a parlé. Est-ce qu'on peut dire que l'application Alerte COVID est efficace, mieux que rien dans les circonstances? Qu'est-ce qui manque? Bon, évidemment, le taux d'adhésion, il sera difficile à atteindre là, visiblement là, en fonction des statistiques qui ont été avancées. Bon, vous parliez que le seuil de 60 % n'était peut-être pas nécessaire, mais quand même à environ 10 % ou 8 % d'une population, difficile de croire qu'une application peut être efficace. Oui, ben, en tout cas, seule, c'est sûr qu'elle ne le sera pas. Faut pas, comme on dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, là, je crois que c'est comme ça. Oui, exactement. Depuis plusieurs mois, là, je crie haut et fort que je suis très sceptique et que je ne crois pas dans l'efficacité de ces applications. Je continue à sincèrement croire qu'il n'y aura pas beaucoup d'efficacité, sauf à ce qu'on ait un taux d'adhésion très grand. Et même là, après, est-ce que le système va tenir? Ça, c'est un autre enjeu. Ça, on l'a déjà dit. Donc, moi, en tout cas, est-ce qu'elle est efficace? Pour l'instant, si on se fie à ce qui se passe à travers le monde, je dirais que non, parce qu'on n'a aucune preuve probante d'une efficacité quelconque. Maintenant, c'est récent partout, il n'y a pas une grande adhésion, donc il faut quand même... est-ce que c'est mieux que rien? Certainement. C'est mieux que rien du tout. Est-ce que c'est mieux que de prioriser, d'investir massivement dans d'autres techniques ou méthodes manuelles ou non d'ailleurs, que les épidémiologistes utilisent depuis longtemps, de la modélisation, etc. Je ne sais pas, je suis sceptique. Qu'est-ce que ça prendrait? Qu'est-ce qui manque? Ben, ça, c'est tout l'enjeu de ce genre d'application. C'est-à-dire que pour que l'application sur le plan technique soit vraiment efficiente, c'est-à-dire qu'elle soit capable de mesurer une distance, de la pondérer en fonction du contexte, on saurait le faire. Il y a des technologies pour le faire. Mais ça va être au prix, plus on va ajouter de briques technologiques, plus on va intégrer de données, plus il va être difficile de garantir la sécurité, l'anonymat. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que ça va être vraiment très, très difficile. Et de plus en plus difficile. Puis ça, tous les experts en intelligence artificielle, par exemple, vont vous le dire, c'est excessivement difficile de garantir l'anonymisation des données lorsqu'on multiplie les croisements. Donc là, si on rajoutait, par exemple, la géolocalisation, parce que nos téléphones utilisent différentes formes de géolocalisation et les utilisent conjointement pour améliorer la précision, on serait capable de mesurer avec plus de précision. On serait aussi capable, sans doute, en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle comme le proposé de Mila ou autre, de venir mieux qualifier la nature du contact, de prendre en compte un certain nombre d'éléments du contact, le port du masque, pas le port du masque, etc. Ce qui permettrait effectivement de garantir que les notifications soient envoyées à des gens qui vraiment ont été à risque lors de contact. Mais dans un contexte comme celui-là, il y aurait plus d'enjeux concernant la sécurité des données à ce moment-là. Oui, absolument. Mais peut-être que, dans une situation comme celle que l'on vit, à la limite, moi, comme citoyen, je préférerais de la transparence, de l'ouverture, comme disent, regardez, c'est factuel, la science nous montre qu'avec ce type d'application plus sophistiquée, on va être capable et puis on prend, le risque zéro n'existe pas, mais on prend ces garanties-là. En tant qu'État, on s'engage à l'obsolescence programmée, on s'engage à mettre en place telle et telle barrière, on s'engage à... je préférerais ça. Et puis il y a toujours la possibilité quand même, c'est pas imposé, on n'est pas obligé de la télécharger, puis on n'est pas obligé non plus de l'activer tout le temps. Elle pourrait être activée, on peut la désactiver quand on est chez soi, l'activer quand on sort, l'activer quand on sort dans des endroits où on pense que la densité est plus grande, il y a plus de risques, etc. On a ce libre arbitre-là
qui nous permettrait de moduler, surtout si on savait que l'application est vraiment efficace. En tout cas, moi, personnellement, j'aimerais à la limite mieux ça. Mais c'est sûr que ça prend des garde-fous juridiques, éthiques vraiment plus importants. Et peut-être une discussion, un dialogue finalement avec la population, voir Oui, qu'est-ce qui oui, tenter le pouls finalement un peu là, absolument, des absolument. utilisateurs, parce qu'ultimement, c'est leur adhésion qui fera toute la différence dans l'efficacité de Oui, l'application. oui. Justement, si on fait fi des applications, vous avez parlé du téléphone là, qui a des outils de géolocalisation. Est-ce que notre téléphone nous trace déjà finalement au-delà des applications qu'on utilise? Ah, c'est sûr qu'il oui, oui, il nous trace constamment, là, il faut être honnête. Là, euh, il nous trace de différentes manières. Bon, d'abord, tous les téléphones, il y a toujours une fonction de localisation qu'on active ou qu'on n'active pas. En général, c'est bien difficile de la désactiver tout le temps, pour la bonne et simple raison qu'il y a beaucoup d'applications qui fonctionneraient moins bien si on le désactive. Donc, c'est là où, oui, puis vous avez dû le remarquer, de plus en plus maintenant, les mises à jour des applications nous demandent, souhaitez-vous activer la géolocalisation en tout temps, pas du tout, uniquement lorsque l'app est active, etc. Exact. Bon. Oui. Il y a de plus en plus, c'est en bon français, ces opt-in ou opt-out, c'est-à-dire la possibilité de dire oui ou non, d'activer ou de désactiver. Mais il reste que dans la majeure partie du temps, la géolocalisation est active. Puis, nos téléphones, ils utilisent plusieurs technologies. Hein. Le Wi-Fi en est une. C'est-à-dire que le Wi-Fi, il y a une espèce de triangulation qui s'opère en fonction des bornes, du signal, qui donne une précision qui est pas très grande, mais qui permet de localiser. Il y a le cellulaire en lui-même. C'est-à-dire que les téléphones sont localisés à l'intérieur. C'est pour ça qu'on appelle des cellules. Hein. C'est que les bornes d'émission, de radioémission de la téléphonie cellulaire déterminent des cellules et les téléphones sont toujours localisés à l'intérieur de cellules. Et il y a une triangulation qui s'opère par rapport aux tours les plus proches qui donne une localisation avec une précision moyenne également. Et puis il y a le GPS évidemment. Le GPS qui est une autre manière et ce qui fait qu'on arrive à des précisions quasi métriques, c'est la conjugaison de ces trois types de... Donc là, on peut être localisé très, très précisément. Okay. Surtout, évidemment, en milieu urbain, où il y a des algorithmes qui viennent nous raccrocher aux outils de cartographie qui sont présents. Parce qu'il faut bien différencier les outils de cartographie, de navigation, et la localisation qui fait appel à des technologies soit GPS, c'est-à-dire une localisation par des satellites, soit cellulaire par les antennes cellulaires, soit le Wi-Fi par les bornes Wi-Fi. Oui, est-ce qu'il ne serait pas possible d'utiliser justement les outils du téléphone et de faire ce croisement avec une application sans avoir à entrer plus de données dans l'application elle-même, puisque on est tracé, puisque notre téléphone contient un certain nombre de données sur l'individu? Est-ce qu'il n'y aurait pas un maillage à faire dans tout ça? Oui, oui. C'est certain que si jamais on utilisait la géolocalisation dans les applications de traçage de contact, d'une part, on aurait la capacité de localiser beaucoup plus précisément les personnes et donc on aurait une fiabilité sur la mesure de distance qui serait beaucoup plus grande, une précision. Et en plus, et ça serait d'un grand intérêt pour les gens de santé publique et les épidémiologistes, c'est qu'on serait capable d'assurer le suivi de la distribution spatiale et de la diffusion spatiale des cas. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on pourrait voir naître des zones, des foyers, des clusters, comme on dit, mais les foyers d'infection, on serait capable de les localiser, ces foyers. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire, ou alors après, il faut aller compléter manuellement. C'est ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'on va dire, ah, vous avez été en contact, vous souvenez-vous, vous avez été en contact, ou vous auriez pu avoir été en contact avec cette personne il y a 8 jours. Peut-être je m'en souviens ou peut-être pas. Il y a de grandes chances que je ne m'en souvienne pas, alors qu'avec la géolocalisation, on le saurait. Donc c'est sûr que sur l'efficacité, ce serait plus grand. L'enjeu de la géolocalisation, c'est que c'est le meilleur moyen pour désanonymiser les données. Ouais. Parce que d'abord parce qu'elle est utilisée dans plein d'endroits, puis que dès qu'on utilise la géolocalisation pour aller se dire, ah tiens, j'ai une localisation de cette personne-là, de ce téléphone à tel endroit, puis à tel endroit, là c'est assez facile de remonter à la personne.
Donc, c'est pour ça que ça pose un enjeu. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ces traces-là qu'on laisse, parce qu'on parle de traces géonumériques, parce qu'on laisse des traces dans le cyberespace, c'est-à-dire on laisse des traces quand on va sur Internet, on le sait bien, puisque des plateformes comme Amazon vous reconnaissent, même s'ils ne savent pas qui vous êtes, mais vont vous envoyer des informations sur ce que vous avez acheté, c'est la personnalisation algorithmique. Ben, en plus, lorsque vous rajoutez les traces géographiques, physiques, là, ça devient très, très difficile de garantir l'anonymat des personnes. Je comprends. Alors, si on avait à faire des recommandations, en tant que société, qu'est-ce qu'on devrait faire au juste concernant le traçage? Est-ce qu'il faudrait mieux le baliser, l'encadrer? Qu'est-ce qui serait optimal en matière matière de traçage? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme mesure en tant que société pour améliorer la situation? Ben, moi, je pense que il aurait fallu, il faudrait que dès le début avoir une vraie transparence. Ça a été demandé dès le début, hein, c'est-à-dire qu'une transparence sur les propositions, les choix d'application, au moins démocratique, au moins, pardon, je cherche le mot, au moins que les parlementaires, voilà, ne serait-ce que les parlementaires. Or, que ce soit au Canada ou au Québec, mais au Canada en particulier, le choix de l'application a été annoncé à un moment dans une conférence de presse qui était dédiée à plein d'autres choses. On disait, oh, le Canada a choisi une application, puis c'est celle qui a été proposée par Shopify. Après, on nous a dit, on en parlait tout à l'heure, mais ce qui est assez symptomatique, c'est que dans les premiers temps, quand ça s'appelait COVID Shield, je crois, le premier nom de l'application, quand le portail a été ouvert, on lisait clairement que c'était le résultat d'un travail entre Shopify, le gouvernement de l'Ontario et puis un autre service canadien, numérique canadien, je crois, service numérique canadien ou service numérique Canada, quelque chose comme ça. Puis il y a tellement eu de réactions négatives, parce que Shopify est une grande entreprise privée, qu'elle n'est pas vraiment canadienne, etc., que là, 2 semaines après, sur le même site, on nous disait « Ah non, c'est pas Shopify qui a participé à ça, et Shopify n'a rien à voir. C'est un groupe de bénévoles travaillant chez Shopify. » Bon. Je veux dire, il y a un moment, donc ça prendrait de la transparence, ça prendrait un vrai débat démocratique éventuellement, et encore, comme je le disais, puis je préférerais de loin que le gouvernement assume de proposer une application efficace et assume qu'il y a les risques, mais les garantissent d'une certaine manière, parce que de toute façon, il y a plein d'autres applications, puis c'est sûr que les pros usages de cette application le ramènent toujours, mais vous utilisez déjà des applications sans réfléchir, vous êtes tracé partout, puis là que c'est pour une bonne cause, vous refusez de l'utiliser. Ils n'ont pas tort, hein, au fond, ils n'ont pas tort, mais sauf qu'on parle de données de santé potentiellement, ce qui est quand même un enjeu réel, et puis on sait bien comment les données de santé peuvent avoir des impacts très négatifs ensuite sur les enjeux d'assurance, etc. Puis ce qu'on a entendu récemment sur l'ouverture aux grandes compagnies pharmaceutiques des données de la RAMQ au niveau du Québec n'est pas rassurant non plus. C'est-à-dire que quand on est face à ça et puis qu'on le met en parallèle, on se dit, ben, si jamais il y a autant de... avec autant de facilité, le gouvernement est prêt à offrir des données très sensibles à des grandes compagnies pharmaceutiques qui ont démontré depuis des années que leur principal centre d'intérêt, c'est certainement pas la santé publique, mais plutôt le profit des actionnaires. Ben c'est difficile ensuite. Donc là, il y a la confiance. La confiance, c'est vraiment important. La transparence, puis le fait que par ce biais-là, on puisse essayer d'atteindre un taux d'adoption intéressant. Puis moi, je pense que, et puis ça c'est à l'intersection entre ce qui pourrait être fait socialement et individuellement, c'est qu'on a perdu une grande occasion à travers cet exemple-là de mettre en place une vraie expérience de science citoyenne. Des expériences de sciences citoyennes, il y en a beaucoup qui sont conduites à travers le monde, dans plein d'endroits, sur plein de domaines. Justement parce que les applications, la géolocalisation nous permet, en tant que citoyens, d'agir comme des capteurs actifs d'informations qui vont être collectées et qu'on va pouvoir mettre ensemble
vous imaginez, là, c'est le citoyen comme un capteur actif d'une information en temps réel, géolocalisée, ce que ça permet d'analyser, de comprendre comme dynamique très complexe. Donc là, on aurait cette capacité-là, mais ça prendrait de l'éducation, ça prendrait des garanties, ça prendrait effectivement d'inviter la population à ne pas se sentir juste tracée et captée, mais à être partie prenante dans cet exercice collectif, dans un exercice qui pourrait être un exercice collectif de traçage, de contact pour faire face à la pandémie. Puis je pense que là, il y a vraiment une opportunité ratée dans ce sens-là. Je sais que ça serait complexe, que ça demanderait des moyens, mais en même temps, je veux dire, il y a plein d'autres. Le gouvernement investit beaucoup d'argent, beaucoup de moyens dans plein d'autres secteurs. Et je pense qu'en plus, ça serait quelque chose d'assez durable. C'est-à-dire que si on crée cette culture de la contribution, de la participation, c'est à la fois un moyen de réconcilier la science et les citoyens aussi. C'est-à-dire qu'en faisant en sorte que chacun d'entre nous, on devienne une brique d'une démarche scientifique structurée, pour un acte individuel, mais qui contribue à une compréhension collective de ce qu'une société peut faire face à ce genre de pandémie, ça serait vraiment. Absolument. En fait, sur le plan individuel, il n'est pas trop tard pour faire notre part et essayer justement d'adhérer à l'application, puis à tenter d'atteindre un certain seuil finalement d'adhésion, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que le citoyen pourrait faire pour se responsabiliser ou pour avoir un comportement plus responsable afin de protéger ses données? Est-ce qu'il y a des comportements qu'on pourrait modifier sur le plan individuel? Oui, c'est certain que je pense que ça aussi, hein, je crois que les générations, un certain nombre, en tout cas, il y a un certain nombre d'indicateurs qui montrent que les générations actuelles vont peut-être être plus les nouvelles, les jeunes là, qui arrivent, vont sans doute être plus sensibles à ces questions-là, même si beaucoup pensent qu'ils ne le sont pas du tout. Je pense, moi, au contraire, qu'ils vont être plus sensibles. D'abord parce qu'il y a quand même de plus en plus... Quand on a commencé à utiliser les applications sur les téléphones, il n'y avait pas de notification pour nous dire la géolocalisation. Non, elle était activée par défaut sur nos téléphones quand on installait le système d'exploitation, puis elle était présente tout le temps. Il fallait aller dans les paramètres, la chercher, elle n'était pas souvent facile. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a plus de transparence, puis il y a des cadres réglementaires, juridiques qui sont en train de se mettre en place. Ça ne va pas très vite de notre côté de l'Atlantique, beaucoup plus en Europe, ne serait-ce que sur leur RGDP, là, qui est le règlement sur la gouvernance des données, j'ai oublié le nom exact, mais en tout cas, il y a un cadre juridique en Europe qui protège les données, individuelles, même contre les usages que peuvent en faire les gouvernements. Ah, OK. Et qui aussi a une portée, ce qui est très intéressant, par exemple, une portée extraterritoriale, c'est-à-dire qui s'impose à des entreprises comme Google, Apple, qui collectent des données sur un territoire, même si elles n'ont pas de siège sur ces territoires-là. Donc, c'est ça l'extraterritorialité, c'est que le cadre s'impose à partir du moment où vous êtes une organisation qui collecte des données sur le territoire européen, vous êtes soumis à ce cadre-là. Bon, on est loin de ça au Canada et au Québec, mais espérons que ça vienne. Donc oui, on peut, nous, à titre individuel, être plus prudent, essayer de mieux comprendre, pas activer la géolocalisation systématiquement, mais c'est beaucoup de travail pour la majorité, aussi pour la majorité des utilisateurs qui n'ont pas forcément un niveau de littératie, numérique très grand. Donc ça, c'est un véritable enjeu. Puis je voulais juste revenir sur quelque chose que je n'ai pas abordé par rapport aux enjeux de ces... on disait il y a que les téléphones, c'est seulement les téléphones des deux, trois dernières générations qui sont capables de supporter l'application. Mais il y a aussi d'autres enjeux qui sont... qui est-ce qu'on va protéger avec cette application-là? On va protéger donc, des gens qui ont des téléphones récents. Donc,
C'est donc une catégorie de population qui est déjà celle qui vraisemblablement est la mieux protégée. Ouais. Ou la moins Ou la moins à risque, risque, ouais, c'est ça. ou la moins à risque parce Ouais. que, bon, pour plein de raisons. En raison de l'âge, en raison de oui, effectivement. Donc ça, c'est un enjeu. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça ne peut être que une petite brique dans quelque chose d'autre. Parce que sinon on fait quoi de tous ceux qui, pour des raisons de fracture numérique, d'âge, d'origine socio-économique, de race, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. Et puis, ils ont été comment dire, identifiés et nommés ces enjeux-là par la Commission en sciences et technologies du gouvernement du Québec ou d'autres organismes de ce type-là déjà. Oui, puis parfois, l'enjeu, puis de ce qu'on comprend en fonction de la façon dont tout ça nous a été présenté, livré comme message, il y a un enjeu, il y a un souhait de passer à l'action, finalement, d'arrêter les réflexions et on se dit, OK, Oui, bon, mais on se lance. Et il y a le sentiment d'urgence lié à la situation. ouais, mais ça, c'est très dangereux. Oui, Imaginez qu'on fasse ça avec les vaccins. On ouais, se dit, oh, OK, on n'est pas sûr qu'il marche, mais on va le tenter parce que c'est mieux que rien. ouais, Non, on ne veut ouais. pas qu'ils fassent ça avec les vaccins. Alors, OK, une application, ce n'est pas un vaccin. Les risques directs sur la santé ne sont pas du tout du même ordre. Il faut garder les proportions. Mais il reste que sur le plan de la démarche et de la rigueur de la démarche, on nous dit, oh, mais il faut lui laisser une chance à cette application-là. Ben, je veux bien lui laisser une chance, mais je veux dire, il y a un principe en droit quand même qui est que on ne peut pas imposer l'utilisation je ne me souviens plus exactement, mais on peut pas imposer sur la base d'une... c'est comme je cherche l'expression là, mais on nous demande de faire une action... bon, peu importe, j'ai perdu l'expression, c'est pas grave. Mais en tout cas, on nous demande de nous engager sans aucune garantie. Un acte de foi, c'est quasi un acte de foi, c'est ça que je... Mais tu sais, on ne peut pas s'engager sur le principe, on ne peut pas engager la population sur le principe d'un acte de foi dans l'adhésion à quelque chose qui peut avoir des répercussions néanmoins, dont on ne mesure pas forcément aujourd'hui l'ampleur. Donc, oui, puis en fait, ça influence assurément le taux d'adhésion également. Il faut que les gens aient confiance quand même en ce qu'on leur propose. Et oui, pour avoir cette confiance-là, ça prend un minimum d'informations et de connaissances sur le sujet. Donc, il y a peut-être oui. ce moment charnière-là qui a été biffé un petit peu, ou cette Oui, étape charnière qui a été oui. biffée un petit peu dans le contexte. Elle l'a été, et puis il y a eu des maladresses assez fortes, là, puis je me souviens, puis ça a été fait à la fois au niveau du fédéral ou du provincial, où on a des ministres, le premier ministre, qui disait, ben, je ne peux pas croire que si vous avez à cœur, c'est pas exactement le mot, mais c'était ça, ceux qui ont à cœur la santé publique ne devraient même pas hésiter à utiliser l'application. Mais là, vous comprenez que ça veut dire si vous ne l'utilisez pas, c'est que vous n'en avez rien à faire des autres. Non, Ouais. non. Là, donc, c'est appuyer sur un genre de pression, ça crée de la pression sociale, c'est une vraie pression sociale, avec tous les risques que ça comporte. Hein. Si demain, une entreprise privée de transport ou peu importe dit, ben moi, si vous n'avez pas d'application, vous ne rentrez pas dans mes trains, vous ne rentrez pas dans mes avions, je refuse de vous offrir le service, comme avec le masque. À ceci près que le masque, son efficacité a été démontrée, puis ça fait assez longtemps qu'elle est démontrée, contrairement à tout ce que les sceptiques peuvent penser. Là, mais, donc ce n'est pas le cas pour l'application, ça n'a absolument pas été démontré nulle part que c'était efficace pour l'instant. Mais est-ce que c'est réel? Est-ce que des transporteurs se sont... Non, je Non, ne non, dis parce pas qu'ils que l'ont fait. non, mais en fait, c'est parce que ça avait été soulevé par un participant, justement, à savoir Oui, si certains transporteurs pouvaient se réserver le droit de ben, refuser l'accès ben, à un passager. à partir du moment où c'est une entreprise privée, qu'est-ce qui lui interdirait de mettre ça en place? Puis regardez, il y a tout l'enjeu autour on n'en parle plus beaucoup, mais ça a été beaucoup évoqué. C'est pourquoi en France, ça a été aussi mal reçu et aussi peu, le taux d'adhésion a été aussi bas. C'est pour plein de raisons accumulées, mais une d'elles en particulier, c'est la mairesse d'une grande ville en France qui évoquait la possibilité de ce qu'on appelle les passeports santé, là, c'est-à-dire que votre capacité à bouger,
à vous déplacer serait assujetti au fait que vous ayez passé des tests, que vous soyez négatif, que vous utilisiez une application, que vous… Et là, ça avait commencé à émerger, cette discussion autour de la capacité de réduire les libertés d'action et de déplacement ou de les assujettir au respect de certaines règles. Puis ça s'est produit. Il y a une professeure je crois que c'est de Harvard, en santé publique, qui a publié un article dans le Washington Post suite à ça, je crois, en disant que dans l'histoire, il y avait beaucoup d'expériences où, à l'occasion de nombreuses pandémies, il y a des États qui ont mis ça en place, puis ça a conduit à l'ostracisation de pans entiers de la population. Ça n'a jamais réglé rien, puis ça n'a fait que accroître les fractures sociales, la différence entre ceux qui avaient les moyens d'eux, ceux qui ne l'avaient pas, etc. Donc c'est vraiment, il y a des risques autour de ça dont il faut discuter en tout cas. Oui, oui, absolument. On a une question d'André Girard ici. On parle de transparence, éthique, sécurité. Pourquoi l'application de traçage Mila n'a pas été acceptée? Est-ce qu'on sait, on n'a pas d'informations là-dessus vraiment sur ce qui a impacté, qu'est-ce qui a été retenu comme argument pour sélectionner une application plutôt qu'une autre? Non, il faudrait leur demander à eux, ils ont sans doute plus d'informations. Il y a plusieurs hypothèses qu'on peut émettre. Là, notre Premier ministre, récemment, la question lui avait été posée. Il a dit c'est parce que ça ne serait pas compatible, enfin pour le Québec en tout cas. Ce qu'il avait donné comme réponse, la question lui avait été posée, pourquoi au mois d'août, après les auditions et la consultation, votre gouvernement avait mis un frein et avait dit stop, on n'utilise pas d'application. Et puis pourquoi 2 semaines ou 3 semaines après, alors que là, on nous annonce qu'on va prendre l'application canadienne sans qu'il n'y ait rien eu entre. Alors que le rapport de la Commission des institutions de l'Assemblée nationale était très, très clair sur le fait qu'il conseillait au gouvernement de ne pas aller de l'avant. Puis là, il a dit mais c'est parce qu'on a pris le temps, on voulait essayer de trouver une application québécoise. Puis là, bon, évidemment, l'argument lui a été renvoyé en disant celle du Mila. Puis la réponse a été elle n'aurait pas été compatible avec l'application que le gouvernement fédéral a choisie. Peut-être, ou peut-être pas. Ouais. Peut-être pas. Je suis bien persuadé que si on demandait aux gens du Mila, ils auraient été capables de s'organiser pour que l'application soit compatible sur son mode de communication. Ça, j'en suis à peu près sûr. Donc, c'est d'autres raisons, mais je ne les connais pas. Mais sinon, de ce que vous en savez de l'application Mila, est-ce qu'il y avait des avantages connus à utiliser cette application-là plutôt que Alerte COVID, par exemple? C'était très, très différent. C'était une application… Okay. Alerte COVID est une application complètement, qui fonctionne exclusivement sur la base du protocole d'échange d'informations, enfin Bluetooth, et qui est complètement décentralisée. Ça veut dire qu'il n'y a aucune information qui est stockée ailleurs que sur votre téléphone. Et elle n'utilise pas la géolocalisation. L'application du Mila fonctionnait de manière très différente. Elle était en partie centralisée, en partie décentralisée. Et elle fonctionnait, elle utilisait la géolocalisation, puis tout un tas d'autres informations collectées par le téléphone, incluant d'ailleurs des informations que l'utilisateur devait remplir une fiche au départ, un genre de profilage, à partir de laquelle l'algorithme allait commencer à être entraîné. Donc toute la partie de données, disons, nécessaires à l'entraînement de l'algorithme était stockée sur un serveur centralisé. Et le Mila disait, pour garantir ça, on crée ce qu'on appelle une fiducie de données. Okay. Donc, un organisme qui serait géré par une OBNL, complètement indépendant du gouvernement, avec des règles de transparence, etc. Et donc, cet organisme-là aurait eu à s'assurer de la gestion éthique de ces données qui servaient à entraîner. Puis ensuite, les données, elles, qui étaient collectées, il y a une partie des données qui est restée sur le téléphone. Mais tu sais,
Mais il y avait beaucoup d'informations utilisées. C'est là où vous alliez, avec qui vous étiez, etc. Donc, vos amis, vos habitudes de vie. Mais il est certain que ça aurait été, à mon avis, beaucoup plus efficace. Mais là Plus encore, efficace moyennant l'adhésion des gens, parce qu'on parlait de la confiance aussi des utilisateurs. Oui, moyennant les mêmes, mais de toute façon, les mêmes, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent s'appliquait aussi pour l'application du Mila. Puis c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure en disant, ben, le prix à payer pour plus d'efficacité dans le traçage sur le plan technique, c'est plus de données et plus de briques technologiques. Mais ça signifie de plus grands risques par rapport aux données privées. On est vraiment dans ce... Donc la solution parfaite est difficile à mettre en place. Puis encore une fois, tout repose sur la perception de la population pour embarquer dans le train ou pas. Ça repose sur la confiance que les utilisateurs vont avoir en l'application et donc à ceux qui en assurent la promotion, en l'occurrence le gouvernement, et donc sur des engagements et des garanties offertes par le gouvernement aussi. Effectivement. Alors, M. Roche, merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps merci à vous. d'éclaircir un petit peu toute cette démarche avec nous. Puis, en tout cas, j'espère que ça aura été utile. Je le crois. Merci infiniment. Passez une très belle journée. Merci vous aussi, au revoir. Et merci à toutes et tous d'être ici. Merci.